invitées. La première invitée, qui est Inès, talentueuse cake designer, qui s'est exprimée dans le monde de l'architecture avant et qui a décidé de faire une reconversion pour exprimer son talent dans la pâtisserie. Elle est passée par plusieurs établissements prestigieux et elle a fondé Haute Pâtisserie, qui est connue pour une pâtisserie moderne et raffinée, avec sa boutique dans le 11e arrondissement. Et aussi, ce qui prouve son succès, c'est les pop-up stores dans les grands magasins parisiens. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Inès. D'être ici. Merci beaucoup Inès. C'est un honneur de t'avoir ici. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé à la communauté. Avec plaisir. Alors Inès, j'ai introduit assez rapidement, mais j'aimerais bien que tu te présentes. Oui. Alors, donc, moi, je suis la fondatrice de la marque Haute Pâtisserie, qui existe depuis maintenant 4 ans. On a une boutique dans le 11e, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On est l'une des rares boutiques donc physiques à Paris. Moi, plus personnellement, donc j'ai 30 ans. J'ai fait un parcours différent. J'ai commencé par l'architecture. Je suis tombée amoureuse de la pâtisserie. Et puis voilà, aujourd'hui, l'histoire fait que j'ai ma propre boutique avec une très belle équipe de femmes qui sont toutes passionnées comme vous. Voilà. Merci de préciser que c'est une équipe de femmes. Donc on va essayer de faire un peu de place aux garçons. On essaye, hein, toujours. La porte n'est pas fermée. Du coup, Inès, par où ça a commencé? Déjà ton parcours dans l'architecture, comment tu as décidé de faire un switch? En fait, comme tout à l'heure, je vous entendais dire, notre temps libre, on le passait à faire de la pâtisserie, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. L'architecture, c'est des études difficiles, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de nuits blanches, et ça me permettait en fait de m'évader. C'était les moments où je pouvais un petit peu oublier toute cette pression et m'évader, créer et travailler de mes mains. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et un jour, en fait, je devais faire un stage. Et j'avais déjà fait mon stage en architecture. Et donc, j'avais un intersemestre de libre. Et moi, j'aime bien faire des choses. Je ne reste pas à la maison. Donc, je m'étais dit, allez, je vais chercher qu'est-ce que je peux faire. J'ai envie de me former dans quelque chose. Ce n'était pas forcément le cake design, très sincèrement. C'était plutôt pâtisserie ou quelque chose. Sortir de ma zone de confort. Et j'ai trouvé une école qui existait il y a très longtemps, il y a vraiment longtemps, qui s'appelait Briochine et qui proposait un stage de 1 mois et demi de pâtisserie cake design. Et ça a été le coup de cœur absolu. C'est-à-dire que j'étais crevée, je me levais tôt, surtout quand on commence et on commence à travailler debout. C'est assez violent. Et pourtant, malgré tout ça, j'étais heureuse, mais vraiment heureuse et épanouie de me lever le matin et d'aller travailler. Je me suis dit, en fait, c'est ça. J'avais pas le même effet quand j'allais en cours en archi ou quand j'ai travaillé ou des stages, etc. Et donc là, pour moi, le choix a été ultra clair. Le switch, il était à faire. J'ai continué mon master d'architecture, j'ai fini. Mais en parallèle, j'ai passé mon CAP en candidat libre de pâtisserie. J'ai fait les deux parce que je voulais vite passer à la pâtisserie juste après mon diplôme. Super. Voilà. Alors j'imagine que c'est pas facile de switcher de longues études, un master, pour te remettre, pour recommencer à zéro dans la pâtisserie. Comment ça a été reçu dans ton entourage? Mal. Pas mal, disons que on s'inquiète pour nous en fait. Dis, mais est-ce que tu es sûre de ce que tu fais? Tu fais des études d'architecture, tu as la voie qui est ouverte pour pouvoir avoir un métier plus facile, avec une meilleure paye. Enfin, on a vraiment cette vision d'un métier d'ouvrière et l'autre, d'un autre côté, un métier plus valorisé. Ce qui est dommage, mais en fait, ça m'a juste donné envie de redoubler d'efforts, de montrer que non, en fait. Oui, je peux être bien en architecture, mais je peux être tout aussi successful. Je peux réussir en pâtisserie plus, voire mieux que si j'avais choisi un métier qui est plus valorisé. Et je me suis battue, du coup,
pour mon entourage, pour montrer à mon entourage que non, je vais réussir et vous allez voir, on va être parmi les meilleurs. Et voilà, et finalement, quand ils ont vu aussi mon propre épanouissement et ce que j'ai réussi à entreprendre, ils sont maintenant évidemment on board. Je pense que ça doit résonner chez pas mal de personnes. Quelles ont été la suite de ton parcours une fois que tu as décidé de te mettre dans la pâtisserie? Oui, alors, mon parcours, il va falloir essayer de suivre. En fait, donc, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Moi, j'ai passé mon CAP en candidat libre quand il n'y avait même pas encore d'obligation de passer de stage. Donc concrètement, quelqu'un qui a un CAP en candidat libre, à mon époque, ça ne valait rien. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, juste après mon master en archi, je vais aller travailler. J'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'apprendre, je vais voir les palaces, les machins et tout. Mais en fait, c'était pas du tout possible. Je pense qu'un CAP en candidat libre ne vaut pas grand-chose dans le monde professionnel aujourd'hui. En tout cas, en même temps, je pense qu'ils avaient raison parce que je n'avais pas connu de laboratoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à un concours qui permettait de remporter une bourse d'études d'1 an au château de Ferrières, donc en alternance, et travail et études. Et j'ai eu cette bourse. Ça a été, je pense, que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré de joie, concrètement. Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée parce que j'ai pu découvrir ce que c'était que le travail en laboratoire et je suis encore plus tombée amoureuse de la pâtisserie. C'était encore plus difficile que ce que je pensais. On faisait des coupures. Je travaillais pendant 1 an. Donc, le château de Ferrières, il y a un restaurant gastronomique, une pâtisserie boutique. Le chef de Steve Rami est quelqu'un d'absolument incroyable. Et donc voilà, ça a été un mentor exceptionnel. Et en fait, cette année-là, donc d'année d'études, j'ai aussi décidé de faire un concours. J'ai participé à un concours qui s'appelle Jeune chef pâtissier. Ça se passe aux Étoiles de Mougins. C'est un concours qui est assez reconnu par la profession. Et j'y ai participé sans trop y croire, parce que c'est des grosses têtes qui y participent. C'est jeune chef pâtissier, donc en effet, c'est 35 ans et moins, pas plus. Mais j'avais face à moi le chef pâtissier du Shangri-La, le chef pâtissier du Plaza, donc voilà. Et puis il y avait des chefs très prestigieux en jury. Il y en avait 9, dont le chef Etchebest. Et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Je vais essayer. Au pire, je ne gagnerai pas. Donc, il y avait un dossier, etc. J'ai été prise à la première partie. Je suis arrivée jusqu'à la finale, donc le jour J, devant les jurys. Et là, grande surprise, j'ai gagné le concours. Et donc, félicitations. Merci beaucoup. Beaucoup de mérite. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et là, ça va encore continuer à donner confiance. Ça m'a ouvert des portes. Dont les portes du Plaza Athénée, où j'ai travaillé aussi pendant 6 mois. Pareil, le Plaza Athénée, on est dans une rigueur, un travail dur, où oui, on va te dire des choses dures à entendre, on va te traiter mal, parce que c'est encore un métier et un monde où c'est très archaïque, très sexiste. Je veux dire les choses comme elles sont. Mais j'ai tenu bon parce que je voulais juste apprendre, en fait. J'avais envie de dire, je m'en fous. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je vais être là, je vais me donner, et je vais finir jusqu'au bout. Je vais tout prendre, tout ce que je peux apprendre, je vais le prendre. Et j'ai été comme ça jusqu'à la fin, donc Plaza Athénée. Ensuite, je suis partie à New York où j'ai travaillé avec une cake designeuse qui s'appelle Madison Lee. Qui fait des énormes pièces montées pour des mariages prestigieux, pour Jennifer Lopez, pour des riches clients. On a pris une pièce montée qui est partie en jet privé, nous avec la pièce montée en jet privé pour Miami, des choses vraiment complètement folles qui ne m'ont que confortée en fait dans mon oui, on veut cette vie. Comment t'as fait pour te retrouver là-dedans? Pour me retrouver avec Madison Lee. Alors ça aussi c'est une longue histoire. J'ai essuyé à peut-être 10 refus, mais j'arrêtais pas d'appeler. Je vais venir, je vais venir. Et donc, j'arrêtais pas d'appeler, j'ai fait des pieds et des mains pour y aller, et je pense que je les ai eus à l'usure. Donc là, ça montre la persévérance, la détermination. Je les ai eus à l'usure, et j'ai bien fait. C'était une superbe expérience. Incroyable. Voilà.
Et raconte-nous comment tu t'es retrouvée à fonder Haute Pâtisserie. La suite, du coup. Donc, en fait, je n'étais pas vraiment prête, mais c'était pas mon objectif d'ouvrir une boutique avec ma marque, une vraie boutique. En plus, à Paris, ça peut faire peur d'ouvrir sa boutique physique. Je veux dire, c'est pas un atelier ou quoi, c'est vraiment une boutique. J'avais 26 ans. Et donc, je suis pas encore assez mature. Ça peut faire très peur. Mais en fait, j'avais travaillé il y a quelques années avant. Pour l'été, je voulais me faire des sous. J'avais travaillé pour quelqu'un qui s'appelle Stéphanie Moreno. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une cake designer. C'est l'une des premières vraiment à s'être lancée là-dedans. Elle est extrêmement douée. Et pareil, j'avais fait des pieds et des mains pour travailler pour elle pour un été, même si elle n'avait pas besoin. Elle a fini par me prendre. Et elle m'a beaucoup appréciée, je pense, et elle a vu en moi quelque chose. Bref, 7 années sont passées depuis mon passage avec Stéphanie. 7 années sont passées et un jour, elle m'appelle. Je venais de rentrer de New York et elle me dit, Inès, je vends ma boutique, je vends mon business. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah non, mais je peux venir te voir, tu vois, ça m'a fait de la peine. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Est-ce que je peux venir? Elle m'a dit, viens, de toute façon, viens voir la boutique, etc. Et quand je l'ai vue, on a longuement parlé de ce qu'elle a fait. Elle a donc ouvert une boutique de cake design, qui est donc l'ancienne boutique d'aujourd'hui, qui s'appelait La Couronne du Roi, dont elle était co-gérante avec un associé. Mais ça ne marchait pas, ça ne marchait plus du tout. Et donc, il devait fermer et vendre. Quand on a discuté, voilà, j'ai tout pris, j'ai entendu. J'ai longtemps réfléchi, j'ai pris le pour et le contre. C'est une décision difficile à prendre que d'acheter en fait un local. Et puis finalement, ce qui s'est décidé, c'est que j'allais pas la racheter. Enfin, elle allait pas la vendre. J'allais juste récupérer la société avec toutes ses dettes, tout ce qu'il y a, le personnel, le matériel, tout. Et j'ai pris le pari que, ok, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais y arriver, malgré les dettes. Et Stéphanie est restée avec moi surtout. Je lui ai dit, tu restes avec moi par contre. On va refaire mieux, on va apprendre de tes erreurs, des erreurs qui ont pu avoir. Et ça, franchement, ça nous a énormément aidés d'avoir déjà un passif en fait. Du coup, là, c'est une histoire pas de création, mais de reprise d'entreprise, de reprise d'entreprise qui a des dettes. Donc là, c'est encore plus risqué. Il faut pas mal de courage pour se lancer là-dedans. Mais ce que tu soulignes et qui est hyper important, c'est que seul, c'est toujours plus compliqué. Et d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, mais là, tout de suite, c'est un peu plus rassurant. C'est beaucoup plus rassurant. Je pense que j'aurais pas réussi si j'étais pas épaulée. J'ai été très rapidement donc épaulée par Stéphanie. Et très rapidement, il y a eu Pauline. Donc, je dis toujours c'est ma cofondatrice parce qu'elle était là depuis le premier jour de l'ouverture. Pareil, en fait, c'était un ancien coup de cœur de Stéphanie. Et quand Stéphanie, je lui ai dit, il y a qui dans l'équipe que voilà, elle m'a dit, elle était en stage de Ferrandi, elle a fait un stage avec moi et elle m'a marqué. De toutes les stagiaires qu'elle a pu voir, parce qu'en 4 ans, elle en a vu des stagiaires, elle m'a dit, Pauline, elle, c'est la perle. Et en effet, c'était la perle. Et donc, depuis l'ouverture, il y a eu moi, Pauline et Stéphanie. Et on commence par quoi? Donc là, tu récupères les clés. T'as une bonne équipe déjà. Pardon, on commence par le Covid. Ouais, pour faciliter les choses. 2 semaines après, premier confinement. 2 semaines après ma signature. C'était dur, mais en fait, avec du recul, je me dis que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que, en fait, l'une des premières choses à faire, je pense, c'est tout mettre à plat. Et quand on prend une société qui est en cours de... Enfin, il faut continuer à faire du business, quoi. Il y a le loyer à payer, il y a des commandes encore qui sont... Il y avait des commandes qui étaient encore de l'ordre de cette société, etc. Il y avait déjà beaucoup de choses à faire. Le Covid a mis une pause sur tout. Et j'ai tout mis à plat, vraiment à plat. J'avais mis des post-it comme ça, genre, OK, ça, c'est la collection que je veux faire. Mes collections, je veux que ça parle à tout le monde. Je veux que pour les filles, pour une femme de 0 à 40 ans, 80 ans, quels sont tous les gâteaux aux différents âges de son anniversaire ou mariage, etc. Qu'est-ce qui peut plaire? Pareil pour un garçon. Je voulais penser à ça parce que des fois, on peut rapidement tomber à enfant. Mais en fait, c'est tellement plus large. On peut toucher tellement plus de monde. Donc ça, c'était déjà un. Pardon.
dis-moi. Non, vas-y. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'était les recettes. J'ai travaillé pendant très, très, très longtemps sur toutes les recettes. Et toutes les recettes qu'on a aujourd'hui, avec lesquelles on travaille, c'est celles qu'on avait créées à ce moment-là. On a pu avoir le temps de faire ça. Je pense qu'on n'aurait jamais eu le temps. On aurait été très vite pris dans l'engrenage. Donc, recettes, collection, image de marque. Alors, avant de poursuivre sur l'image de marque, c'est assez intéressant que tu utilises le mot collection. Oui. On est dans le monde du sur-mesure. Ça veut dire quoi, collection, dans ton cas ? Collection, en fait, c'est une façon finalement de structurer tout ce que le cake design peut offrir. On peut vite être perdu. Il y a vraiment, c'est une mer de styles et de genres de gâteaux. Sexe féminin, masculin, âge, mariage, etc. Ça permettait vraiment de structurer, que ce soit pour moi ou je pense pour le client, rapidement où est-ce qu'on se situe. C'est bien, je trouve, que le client ait le choix. Il ne faut pas lui dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, moi je vous le fais. C'est bien d'avoir sa propre image, son propre style. Et ça, c'était ultra important. Et je pense que c'est ce qui aujourd'hui paye dans Haute Pâtisserie, c'est cette touche haute pâtisserie finalement, qui est la nôtre et qui existe depuis le début, cet ADN que j'ai mis du temps à donner d'ailleurs à toutes mes pâtissières aujourd'hui, qui fait que les collections aujourd'hui marchent. Mais oui, du coup, c'est vraiment pour structurer et que le client ne se perde pas dans cet océan de... Alors, c'est une approche hyper intéressante. Hein. On peut partir dans quelque chose de purement créatif, prendre un besoin et développer tout un concept, comme on peut aussi aiguiller notre client, et ça apporte tout autant de valeur. Absolument, absolument. Donc, la collection, la carte des saveurs, l'image de marque. Exact, l'image de marque, très important. Qu'est-ce que ça veut dire, l'image de marque ? L'image de marque, c'est comme vous, Atelier PG, c'est un univers. Haute Pâtisserie, c'est quoi l'univers ? Et ça, par contre, mes études en architecture m'ont vachement aidée, j'avoue. Tout ce qui est graphisme, site, couleurs, logo, tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Évidemment, parce que pour une question financière, mais aussi parce que je pense que personne n'est mieux apte à le faire que vous-même. Donc voilà, c'est tout, c'est cet univers-là, ce monde-là, où moi, je voulais que ce soit pas trop américain, candy shop et tout. Je voulais vraiment qu'on s'approche d'une boutique de pâtisserie française haut de gamme, avec des couleurs, même les couleurs sont choisies. Le bleu, c'est la couleur de l'artisanat. Je trouve que ça donne déjà une légitimité en fait à ce type de pâtisserie qui souvent est mal vu, le cake design. Je voulais pas que le mot cake design ou l'image cake design soit là. Autre chose. Là, tu renvoies une image hyper raffinée, oui. Moderne, élégante. C'était vraiment le but. Et c'est ce que les clients viennent chercher au final, oui. Avant même de regarder la dernière ligne du devis ou de rentrer dans différentes négociations. On est attiré par cette image de marque et c'est ce qui fait le gros du travail. Dans tout, hein, même dans nous, quand on achète, je sais pas moi, des vêtements ou quand on va dans un restaurant, en fait, est-ce que ça nous parle ? Est-ce que ce concept-là, cet univers-là nous parle ? Et je pense que c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant dans notre image de marque. Super, donc ça va contribuer à attirer tes clients. Et comment est-ce que tu trouves tes premiers clients ? Alors, du coup, comme nous, c'était une situation un petit peu différente, il y a eu beaucoup de clients de la Couronne du Roi. Sauf qu'il faut savoir aussi que si la Couronne du Roi, donc l'ancienne boutique, n'avait pas fonctionné, c'est aussi parce que les prix étaient trop bas. C'est très simple. C'est toujours un enseignement hyper c'est toujours important. La première école. Je pense qu'on a toutes commencé à vendre bas, les prix bas. Enfin, même moi, quand j'étais seule, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas calculer, on ne se rend pas compte du temps en fait. Et donc, c'est l'erreur qui a été faite. Donc, moi, dès que j'ai repris l'entreprise, j'ai changé les prix drastiquement. Et donc, les clients qui étaient déjà là, on avait pas mal de disputes en boutique, de personnes qui disaient « Mais non, vous prenez pour qui ? À quel moment ce gâteau-là, d'habitude, je voulais à 50 €, maintenant il est à 100 €. Non. » Et donc, il y a eu une petite
phase transitoire qui n'était pas facile mais nécessaire, où finalement cette clientèle-là qui existait déjà soit est partie, soit est restée, mais voilà, ça a un petit peu changé. Et puis au départ, notre premier canal de vente, c'était Instagram. Instagram, c'est ce qui nous a ramené le plus de clients au départ. Puis dans un deuxième temps, ça a été le site. Aujourd'hui, c'est le site, très clairement. Donc, quand tu fais des recherches Google. Je suis que bouche à oreille. Après, il faudra qu'on lui ramène un micro parce qu'elle a encore plus de notes que moi à vous donner. Mais oui, le bouche à oreille, on en parlait la dernière fois. En fait, ce qui est super avec notre métier, c'est que quand on vend un gâteau, on ne le vend pas à une personne, on va le vendre à 10, 15, 20, 25. Et donc, ce qui peut aussi être mauvais si ça se passe mal. Mais du coup, le bouche à oreille va extrêmement vite. Et nous, honnêtement, on vit de ça. Le bouche à oreille, ça marche extrêmement bien dans notre métier parce que toutes les personnes qui sont autour de cette table le jour de l'anniversaire ou du mariage, etc., ils vont tout ça, c'était qui et c'était quoi et du coup, haute pâtisserie, et là, c'est bon, ça marche. Je reviens sur ce que tu as évoqué par rapport aux tarifs. Ça fait souvent peur d'augmenter ses prix. Qu'est-ce que va penser le client habituel? Il y a iPhone qui augmente de 100 euros tous les ans. Et tous les ans, tout le monde achète. Donc si eux le font, je pense que nous, on peut se permettre de perdre quelques clients et de trouver des clients plus quali. Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est la clientèle qui change finalement. Et un point moi, qui m'intéresse énormément, c'est l'ouverture des pop-up stores dans les grands magasins. Comment est-ce que tu te retrouves dans ces belles maisons? Ça, c'est quelque chose qui a été très poussé par Pauline. Pauline, il faut savoir, c'est quelqu'un qui vient d'une école de marketing, etc. Donc, elle a toujours voulu pousser la marque plus loin. On a tout simplement en fait postulé. En fait, on a commencé par proposer à la grande épicerie des produits en libre service. Ce qui a très bien marché, ça a beaucoup plu. On a choisi de partir sur de l'épicerie parce que la gestion est plus facile. C'est des produits secs, des chocolats, des biscuits. Il n'y a pas de réfrigération, tout ça, on ne sait pas gérer. Donc, on n'allait pas se lancer dans des livraisons réfrigérées tous les jours dans des lieux. Donc, c'était juste de la vente en libre service. Ça a beaucoup plu. Et très rapidement, on a eu une première proposition de pop-up, puis une deuxième l'année d'après. Et pareil aussi à Beaugrenelle. En fait, ça donne de la légitimité. Pour nous, c'est une expérience absolument incroyable. On est sur d'autres volumes. On a fait plus de 7000 sablés à ce Noël. Donc, on est vraiment sur autre chose. Autre chose que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on ferait ça. Jamais, 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 jamais. Même au bout de 3 ans. Et en fait, finalement, si notre travail est qualitatif, qu'on y met du temps et qu'on y croit, toutes ces enseignes-là ou ces lieux-là sont très friands de ça. Et les clients sont très friands de ça. Ils n'attendent que ça, finalement. Donc, ça a été assez facile. Ils étaient assez réceptifs, tous ces lieux-là. Hyper intéressant, hyper inspirant. Pour toi, là, les prochaines étapes, alors, ça va être quoi? Les prochaines étapes, déjà, nous, donc, la société, je pense qu'elle commence à peine à devenir assez mature. On commence à peine à avoir assez d'expérience pour se dire qu'on peut commencer à démarcher le B2B. On commence déjà à avoir beaucoup de contrats très intéressants avec des grandes marques. Le B2B, c'est-à-dire des sablés personnalisés. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute une offre traiteur sur mesure. Et les entreprises et les marques sont très friands de ça. Et nous, on sait très bien faire ça, les cake designers. Le sur-mesure, c'est tout ce qu'on sait faire. On a une panoplie très large de savoir-faire et de techniques qui nous permettent vraiment à chaque fois de proposer à chaque marque exactement ce qu'ils veulent. Ça, c'est génial et c'est là que la créativité est vraiment... c'est très intéressant pour nous qui aimons la créativité de travailler avec ce genre de clients. Donc, les premières années, ça a été vraiment développé. On a très peu développé Instagram, mais ça a très bien marché. Ensuite, ça a été le site. Ça marche très, très bien. Et maintenant, c'est plutôt des marchés, le B2B, par LinkedIn,
Par le site évidemment, par des brochures, par des offres, par aussi beaucoup de mailing, ce qui marche assez bien. Dernièrement, on a travaillé vraiment avec presque toutes les marques de luxe, mais dernièrement, celle qui me vient en tête, la toute dernière, c'était avec L'Oréal, qui ont plusieurs marques, donc Prada, Mugler, Valentino. Et en fait, ils nous ont demandé, par exemple, à titre d'exemple, que pour chaque parfum, on crée une boisson qui match les saveurs et les couleurs qui matchent avec le propre parfum. Et là, on est sur autre chose que du cake design, mais finalement, c'est tout aussi créatif, tout aussi... moi, j'adore en tout cas. Ou bien, par exemple, il y avait un parfum Prada aussi qui vient de sortir à base de jasmin, où on a développé toute une gamme de milliardistes qui était à base de jasmin, pour que quand ils reçoivent leurs clients, ils puissent faire vraiment une découverte olfactive et gustative. C'est super de créer ce genre de choses. Et finalement, ce qui est génial avec le B2B, c'est qu'ils ne vous commandent pas un gâteau. Ils en commandent 300, 400, et ça, c'est super. Mais pourquoi je dis que c'est seulement maintenant que je pense qu'on peut commencer à faire ça, c'est parce que ça nécessite quand même d'être assez mature. On ne peut pas se tromper avec ce genre de contrat. Mais voilà, c'est ça la suite. Impressionnant. Donc, on va développer une toute nouvelle partie une nouvelle facette de ce métier-là. Une approche complètement différente. J'ai encore plein de questions, mais le temps file. Oui. Par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions à Inès. On va se réserver quelques questions. Si ça vous aime pas, on va dire peut-être à Pauline de me rejoindre parce que j'aimerais beaucoup qu'elle puisse répondre à vos questions aussi. C'est très intéressant de voir aussi que voilà, c'est Pauline. Est-ce qu'on peut applaudir Pauline ? Donc Pauline Gouillet, qui est mon bras droit. Je fais juste une dernière parenthèse avant les questions-réponses. Aujourd'hui, si ma boutique existe, clairement, on ne peut pas faire ça seul. Vraiment, vraiment, vraiment pas. On a besoin de quelqu'un de complémentaire comme vous, Ajar et Adam. Nous, on s'est trouvés par hasard, mais finalement, on se complète. C'est très important d'avoir deux regards différents sur son travail et d'être épaulé. Il y a des moments où moi, j'avais plus envie, Pauline n'avait plus envie, où on a nos vies personnelles. Moi, je vais me marier, j'ai plus le temps. Et en fait, une société, elle doit continuer. Donc, c'est très important et c'est pour ça que j'ai envie que vous mettiez un visage sur aussi l'équipe de pâtisserie et on est aujourd'hui 7. Voilà. Tout à fait. Parfois, il y a des désaccords et en fait, une société, c'est des échanges, c'est partager des idées. Souvent, nos collections, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont créées. On se met autour d'une table. Souvent, on part de couleurs. On se dit, cette année, j'aime bien... je sais pas, le bleu, l'or, etc. Et à partir de ces idées, on va designer toute une gamme de gâteaux, de pâtisseries, une gamme d'épiceries, de sablés, de milliardises. Donc c'est important de pouvoir échanger, donc que ce soit avec peut-être un futur ou futur au féminin associé, ou alors avec des gens de votre équipe, salariés ou autres. Ou même entre vous, en fait. Tout à fait. Vu que vous avez un superbe réseau, des fois échanger et avoir l'avis les unes des autres, c'est génial. Parce que des fois, on ne voit pas les erreurs qu'on fait. Voilà, petite parenthèse. On vous écoute. Une question qui se lance. C'est important de changer sa gamme régulièrement. Avant, j'avais envie de dire oui. Maintenant, j'ai envie de dire non. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En fait, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect créatif où effectivement, on a tout le temps envie de proposer des nouveautés. Mais après, il y a l'aspect commercial où il faut penser après au temps que ça prend derrière de vendre un gâteau. Aujourd'hui, on sait assez bien compartimenter les choses avec Inès. Moi, je m'occupe de toute la partie commerciale et c'est vraiment un travail à temps plein de vendre un gâteau. Et donc, il faut trouver les moyens aux clients d'avoir la possibilité de faire un gâteau sur mesure tout en automatisant le processus d'achat de sorte que ça soit plus rapide. Donc
nous, c'est pour ça qu'on a créé des collections qui sont compartimentées par thème, donc enfants, mariage, festif, enfin voilà, je vous invite à aller voir le site. Et on a également une gamme sur mesure qui nous fait gagner énormément de temps, sur lequel nos clients peuvent commander un gâteau sur mesure. Et à partir d'une photo d'inspiration, nous, on est capable de reproduire un gâteau. Et en fait, ça fait gagner énormément de temps. Et après, bien sûr, on repartage des photos sur nos réseaux sociaux, sans pourtant ajouter trop de nouveaux modèles. En fait, voilà, il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Au début, moi, je me mettais beaucoup la pression. Je me disais, il faut refaire, on continue, on crée, parce que j'aime ça, mais ça prend un temps fou. Il y a la création, les tests, les retests. Déjà, là, on vient de passer un mois. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, évidemment. Et puis ensuite, il y a le shooting, vidéo, et puis en parler. Et puis, voilà, après, c'est un travail, bien sûr, qui, à la longue, paye. Mais honnêtement, j'ai envie de dire non. Nous, la collection qui existe aujourd'hui sur le site, 80% de cette collection-là existe depuis le départ. Il n'a pas eu nécessité à être changé. De temps en temps, on relift les gâteaux. Bien sûr. Et on change les photos. On vient de faire un relift. Voilà. Parce que nos classiques, on les retravaille en fait en se disant on veut les moderniser, mais aussi comment est-ce qu'on peut être plus rapide. Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais vraiment, en ce moment, on est sur est-ce qu'on fait un macaron ou deux macarons? Qu'est-ce qu'on peut changer pour qu'on puisse utiliser peut-être même le temps de faire deux décorations? Et c'est possible. C'est possible quand on y réfléchit bien. Mais Inès parlait de maturité, Inès parlait de maturité tout à l'heure, et c'est quelque chose justement qu'on a appris pendant les années. C'est vrai qu'avant, et vous partagez certainement la même passion. Avec le design, on a envie d'être ultra créatif, etc. Mais quand c'est le quotidien, il faut trouver des moyens d'être créatif tout en gagnant du temps. Parce que quand vous avez un gâteau à faire, c'est une chose, mais quand vous en avez 30 par semaine, là, c'est autre chose. Il faut trouver les moyens de proposer quelque chose de très qualitatif, parce qu'on vend quand même des gâteaux qui ont qui nécessitent un certain budget. Donc, on veut vendre de l'excellence. Mais il faut aussi, de notre côté, penser au temps. Question suivante. La transition sur la maturité. Entre l'établissement et justement la maturité, est-ce que, pour rester dans la tendance, est-ce que vous avez déjà mis en place des projets de construction pour essayer de tout le temps rester tout le temps sur le coup, à la concurrence, par rapport à la nouvelle concurrence aussi, comment se démarquer et maintenir cette maturité pour éviter le déclin? En fait, je pense que l'équipe et l'échange qu'on a au quotidien en interne nous poussent évidemment toujours à renouveler notre vision de la pâtisserie et de ce que l'on veut proposer. Donc ça, c'est vraiment continuel, et je pense qu'on ne fait même pas d'effort pour que c'est juste la nature des choses, en fait. On va discuter, on va voir « Oh, mais vous avez vu sur Instagram, il y a telle personne qui a fait ça en Australie, j'adore. Peut-être qu'on devrait faire ça à New York. » Enfin, les réseaux nous inspirent évidemment beaucoup. Et du coup, on est toujours dans l'optique de rester sur le coup, le dernier modèle qui est à la mode, le petit modèle message gourmand avec les petits rubans et tout. Enfin, voilà, ça permet d'être sur le devant et d'être toujours à la page. Mais j'ai quand même envie de dire que une très très grande majorité de notre clientèle est une clientèle ultra fidèle et qui nous permet aujourd'hui d'en vivre pleinement. Et comme je disais tout à l'heure, la prochaine étape pour nous, c'est pas vraiment d'être sur l'avant de la scène, ça va, on arrive encore à gérer, mais c'est plutôt de développer le B2B et être présent sur d'autres choses, sur des marques, et devenir, par exemple, là par contre, devenir une référence dans le B2B, mais ça veut dire qu'on ne sera pas mis en avant, parce que c'est plutôt entreprise, mais ce sera plutôt du côté entreprise. Ce qui est déjà un travail monstre. Mais grâce aux réseaux sociaux, c'est une énorme source d'inspiration. Et les clients se tiennent également au courant de ça. Et souvent, les photos d'inspiration de gâteaux qu'ils nous envoient sont les tendances actuelles. Bien sûr. Donc au final, sans le vouloir, on se tient au courant de ce qui se passe. Voilà. Exact. J'espère que j'ai répondu. On prend une dernière question. Bonjour, d'abord je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir de voir l'envers du décor, de savoir des backstage, etc. Et ça, moi personnellement, je m'identifie beaucoup à ce que vous avez raconté parce que, pareil, j'ai fait un master en marketing et en parallèle de mon master, sinon j'ai passé mon CAP
et par passion encore de passer mes formations ici à la TDG. Et sauf que j'avais pas forcément le courage que vous avez de me lancer dedans. Et du coup, j'ai continué après dans le marketing pendant 4 ans. Et là, j'ai commencé ma première expérience en tant que pâtissière chez un traiteur. Et du coup, là, en fait, ça n'a rien à voir que. Enfin, comme vous l'avez dit au début, c'est assez compliqué, c'est assez misogyne. Ça peut être très violent. Ça peut être très violent. C'est moi, je suis le plus franchement. Et c'est quand même une catastrophe parce que vraiment, pour une fois, j'ai l'impression que je change dans ma zone de confort et que voilà, c'est le premier pas justement vers cette liberté, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que vous recrutez? Ah ben ça, c'est le nerf de la guerre dans le cake design parce que c'est un métier qui demande énormément de temps, beaucoup de temps. Et la main-d'œuvre coûte très cher. C'est toujours trouver l'équilibre entre les deux. Il faut savoir que toute notre équipe aujourd'hui, ce sont des anciens stagiaires. La première porte d'entrée, nous, c'est des coups de cœur. Comme nous, on a pu être des coups de cœur pour Stéphanie en tant que stagiaire ou pas. Nous, toutes, ce sont des anciennes stagiaires. Et on a eu des coups de cœur pour ces personnes-là. Et en fait, après, reviens, on va avoir besoin de toi. S'il y a 3 ans, vous m'avez demandé si vous pensez que vous serez un jour plus que 2 ou 3, je vous aurais dit non. Mais si ça se trouve, en fait, demain, on va avoir un autre projet, on va se dire, en fait, on a besoin d'embaucher 3 personnes de plus. Là, actuellement, on prend, dès qu'on reçoit des CV, on les garde précieusement, je les classe même. On a aussi dans nos stagiaires, là, dernièrement, on a eu une superbe stagiaire, et je le dis sur le temps de la plaisanterie, mais c'est vrai, tu es dans notre top list des prochaines personnes qu'on aimerait avoir. Et donc, voilà, en fait, nous, notre processus de recrutement, c'est beaucoup les stagiaires. Et les apprentis. C'est vrai que je vais pas vous mentir, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de se rendre compte en fait, parce que comme disait Pauline, la main d'œuvre coûte extrêmement cher. On n'a pas le droit de se tromper sur la personne. Par contre, ce que l'on fait, c'est que, par exemple, pour les personnes en alternance, on fait des journées d'essai. Généralement, sur une journée d'essai, on arrive très facilement à savoir si ça va matcher, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Moi, je marche vraiment au coup de cœur avec les personnes. C'est beaucoup d'affinité, c'est pas que du savoir-faire. Et du coup, ces personnes-là, on arrive ensuite à les recontacter. Mais par exemple, si on a un jour besoin, on reprend les CV qu'on a reçus et on fait des journées d'essai. Et voilà. C'est-à-dire que c'est Nicole? Oui. C'est moi qui l'ai envoyé. Oui. Nicole, c'est notre dernier coup de cœur. Voilà. Donc vous avez la porte d'entrée Voilà. pour intégrer Haute Pâtisserie. Ça commence par un stage. Alors, ce que je retiens, ou l'apprentissage, ce que je retiens, Pauline, Inès, c'est que finalement, vous avez pris le temps d'aborder chaque étape, de vraiment se former, de connaître le métier, de rentrer vraiment dans la réalité d'un laboratoire, de reprendre les cartes des saveurs, les collections, retravailler l'image de marque. Et cette prise de temps qu'on a tendance à sauter au démarrage, on a tendance à se précipiter. Faute de temps, ce qu'on peut comprendre, mais c'est ultra important. Important. Aujourd'hui, tout haute pâtisserie repose sur ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, souvent les clients, quand ils nous font un retour, ils nous disent « Le gâteau était magnifique et en plus, il était bon ». Comme si ils sont étonnés, quoi. C'est ça. Parce que le cake design a un peu mauvaise réputation. Mais ça, c'est toujours... voilà, nous, on participe à effacer un peu et gommer cette image parce que nos gâteaux sont très, très bons. Aussi, tout à fait. Donc, il faut vraiment se donner les moyens c'est pas les bras.
Baissez pas les bras, on sait que c'est difficile, surtout pour celles comme toi, tu disais, je me permets de te tutoyer, pardon, qui est rentrée dans le monde professionnel et c'est vrai que ça peut être très difficile. Absolument toutes, nous on en parle, on a reçu tellement de stagiaires ou d'employés aujourd'hui qui ont été biaisés par ce qu'elles ont pu vivre dans les laboratoires de pâtisserie. Ne baissez pas les bras, juste prenez tout ce que vous pouvez prendre. Prenez tout ce que vous Et c'est pouvez important de prendre. passer par là, je trouve. C'est important de passer par là pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut pas être en tant que pâtissière, en tant que chef pâtissière plus tard, je vous le souhaite. Et voilà, c'est très important. Donc vivez ces expériences mauvaises jusqu'au bout. Pauline on a eu une très difficile, et moi aussi, mais on est resté jusqu'au bout. Donc Et restez j'ai jusqu'au énormément appris. Enfin, on a énormément bout. appris. Comme vous disiez, 1 mois, c'est 6 mois, mais c'est le ressenti. Mais en fait, Oui. on apprend l'équivalent de 6 mois. Donc baissez pas les bras. Voilà. Un mot de la fin? Bah, vive la pâtisserie. Et le cake design. Ouais, vive la pâtisserie et le cake design, voilà. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vous invite à suivre sur Instagram la page d'Haute Pâtisserie, à passer devant la boutique. C'est hyper inspirant et à postuler.